Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du PG Podcast. Donc nous sommes déjà au 5e épisode. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien et pour tous vos témoignages par rapport à mes premiers épisodes. Donc c'est un plaisir pour moi de partager ces expériences avec vous. Et si elles sont enrichissantes pour vous et pour moi, voilà, c'est un plus de partager ces choses-là. Donc aujourd'hui nous allons reprendre là où nous sommes arrêtés la dernière fois, logiquement. Donc je vous avais parlé de mon année de terminale, de ma tombée un peu dans la boulimie et de ma découverte de la musculation et tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième hospitalisation en clinique, si l'on puisse dire. Cependant, j'ai été hospitalisé dans une autre clinique. Donc cette clinique-là était située à Annemasse, donc la clinique des Vallées. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'étais déjà dans une situation complètement différente, et puis c'était un environnement aussi complètement différent à ce que j'avais pu vivre lors de ma première hospitalisation. Cette clinique, comment dire, j'avais vraiment un sentiment plutôt d'emprisonnement en fait, puisque j'avais l'impression d'être emmené dans cette clinique contre mon gré, alors que la première fois que j'étais rentré à la clinique du Grésivaudan, c'était vraiment pour mon aide. Mais là, je ne voyais pas en fait ce qu'il y avait de mal, mais j'étais quand même à me dire que j'avais besoin, parce qu'en fait sinon je ne pouvais plus continuer comme ça en fait, avec les crises etc. en permanence. Donc au moins la rentrée dans cette clinique m'a permis d'arrêter les crises. Donc la première semaine dans cette clinique, vous n'avez pas le droit à votre téléphone, donc on m'a pris mon téléphone, j'étais coupé un peu du monde pendant une semaine. Donc voilà, rien de grave, mais bon, aujourd'hui en 2023, si on vous enlève votre téléphone pendant une semaine, ça peut paraître un peu beaucoup. Mais voilà, du coup, la première semaine, je n'avais accès à rien. J'avais bien sûr une chambre individuelle, mais c'était un sentiment complètement différent, comme je vous ai dit. La première semaine, j'ai eu 2 hospitalisations dans cette clinique. Là, je vous parle de la première hospitalisation qui a duré 1 mois. J'avais une chambre individuelle, mais je n'avais pas de douche. Donc voilà, je devais aller dans les douches partagées, si l'on puisse dire. Et c'était un peu une chambre un peu glauque, donc les couleurs vertes, etc. Et aussi l'accueil de la clinique, c'était un peu un accueil plus froid, beaucoup plus froid, j'ai trouvé, que par rapport à l'autre clinique. Bien sûr que des patientes dans mon unité, puisque c'était une unité de troubles alimentaires. Très peu d'hommes sont touchés, ou alors très peu d'hommes sont pris en charge. Mais voilà. Donc je fais un peu connaissance avec les patients de tout âge. Il y avait même une patiente assez âgée. Et du coup, mes seules occupations pendant cette première semaine, c'était de sortir dehors dans leur parc. Donc ils avaient un petit parc périmétré, vraiment petit, mais il y avait quand même de la place pour marcher et pour faire des activités. Et j'avais également de quoi écrire, un peu de livres, de quoi noter. J'avais mon ordinateur aussi pour regarder des séries ou des films, voilà, au cas où, puisque vraiment, dans cette première semaine, je n'avais rien à faire. J'ai eu aucun rendez-vous psychiatrique, aucun rendez-vous avec des psychologues, quoi que ce soit. C'est vraiment une semaine d'isolement, si on puisse dire. Donc c'est une semaine un peu d'introspection sur soi-même. Là, sur cette première hospitalisation, je n'ai pas vraiment pu avoir de période d'introspection, on va dire, puisque voilà, pour moi, j'étais perdu à ce moment-là encore. Et ça m'a seulement permis, voilà, de couper vraiment avec ces crises de boulimie. Ça m'a vraiment aidé à arrêter pendant un moment, au moins, de ne pas avoir de la nourriture à gaspiller en permanence, etc. Donc voilà les points positifs. Dans cette clinique, au bout d'un certain moment, donc la première hospitalisation, je vous parle, c'était au début de l'année, je crois, vers le mois de février ou le mois de mars, donc il faisait froid, etc. C'était pas ouf. Je sortais dans le parc et tout pour me promener, mais sinon j'avais vraiment pas d'activité, je me sentais pas à mon aise. Et au bout d'un mois, je commençais à aller mieux. Enfin, j'avais l'impression de me dire c'est bon, là je peux ressortir, donc j'ai demandé à faire une sortie. Et je suis sorti de la clinique du coup pour rentrer chez moi, parce que je me sentais pas vraiment à l'aise dans cette clinique. Même si voilà, les filles qui avaient là-bas, elles étaient très sympathiques, même si voilà, mais j'avais pas l'impression d'être aidé plus qu'autre chose. J'avais juste l'impression en fait de passer du temps et de vraiment rien faire. Et donc je suis retourné chez moi, mais ça a été une erreur, puisque voilà, je suis vite retombé dans mes travers de
de crise de boulimie. Et puis voilà, ça a duré quelques semaines. Et puis ensuite, j'ai dû me refaire hospitaliser dans cette clinique. Donc retour dans cette clinique, je revois des filles que j'avais vues auparavant. Elles me disent « Ah Pierre, t'es de retour, etc. » Donc il y en a qui étaient contentes quand même parce que pour elles, je pense que c'est difficile de se retrouver en fait dans un environnement où elles ne sont que entre filles et elles ne voient plus d'hommes quasiment du tout. Et quand elles voient un homme arriver, voilà, c'est un peu, ça leur permet voilà d'avoir un peu une figure masculine, si on peut dire, dans l'unité. Voilà, j'étais un peu le cas rare, mais j'ai pas réussi vraiment à tisser des liens dans cette clinique, contrairement à l'autre clinique où j'avais pu le faire beaucoup plus facilement directement. Mais lors de ce second séjour, donc déjà j'avais une meilleure chambre, j'étais une chambre bien illuminée, j'avais ma propre douche et du coup, par contre, j'étais vraiment dans un objectif malsain en intégrant cette clinique. Donc j'avais apporté des chewing-gums, voilà, pour limiter ma faim. Et ils nous apportaient des repas, voilà, matin, midi et soir. Mais on n'avait pas la possibilité en fait de changer. Enfin, moi, je n'avais pas la possibilité de changer mes repas. Je pense que certains avaient accès à une diététicienne ou quoi, mais moi, je pouvais pas du tout changer. Et du coup, j'ai eu la mauvaise idée de ne pas manger. Donc, je mangeais seulement des morceaux de pain qu'il y avait sur les plats, ou alors je mangeais vraiment voilà, très très peu de ce qu'il y avait. Le reste, je jetais dans les toilettes. Voilà, je sais que c'est très mal quand on parle de gaspillage alimentaire et tout ça, mais quand on est malade, voilà, on peut pas vraiment contrôler ce qu'on fait. Enfin, bien sûr que si, on peut contrôler ce qu'on fait, mais des fois, la maladie l'emporte sur l'individu, et donc c'est difficile. Donc je me souviens que sur cette seconde hospitalisation, j'avais un objectif dans ma tête, c'était de perdre le plus de poids possible. Donc voilà, là la maladie était encore extrêmement présente à ce moment-là, mais je ne savais pas en fait pourquoi j'avais cette maladie, pourquoi j'avais ce besoin, cette envie de contrôler, et j'avais l'impression en fait d'être enfermé dans une prison. Et du coup, ma réaction à ça, c'était de ne pas adhérer à leur programme, bien que leur programme était vraiment très très faible, hein. J'avais juste quelques rendez-vous avec une psychologue de temps en temps. Le psychiatre principal de la clinique, on le voyait jamais. Il prenait un jour dans la semaine pour voir tout le monde et il faisait ça à la chaîne toutes les 10 minutes. Donc j'aimais pas vraiment ce fonctionnement dans leur clinique. Et j'avais toujours ma petite montre qui calculait les pas. Et il y avait ce parc. Et du coup, je me suis mis à faire des tours de parc, et donc du matin au soir. Donc c'est-à-dire que le matin, le parc ouvrait vers les 7h ou quelque chose comme ça. Et moi, j'allais directement faire les tours de parc avant le petit déjeuner. Et une fois que le petit déjeuner arrivait dans ma chambre, je retournais dans la chambre, je mangeais ce que je m'autorisais à manger. Le reste, je laissais voilà, je laissais. Et ensuite, une fois que j'avais fini ça, je repartais directement pour faire des tours de parc. Je revenais de temps en temps, je repartais, etc. Mais voilà, sinon j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de tours de parc à ce moment-là. J'atteignais facilement les 20 000, 30 000 pas par jour. Il y a même un jour où je me suis dit, je vais essayer de battre mon record de pas maximum. Donc je crois que j'avais fait 45 000 ou 50 000 pas sur la journée. Un truc de fou. Enfin, ça arrive quand on est par exemple dans une grande ville et qu'on visite, etc. et qu'on marche toute la journée, du matin au soir. Mais là, dans un parc avec un petit périmètre, faire 50 000 pas avec tout le monde qui vous regarde, c'est un peu spécial. Mais voilà, au bout d'une semaine, voilà, j'ai eu le protocole sans téléphone. Puis ensuite, j'ai récupéré mon téléphone, donc j'avais la musique, j'avais internet, donc j'écoutais des vidéos, je faisais des pas en fait pour m'occuper. J'avais également un carnet où je notais un peu mes objectifs que je souhaitais atteindre à ma sortie de la clinique. Donc ça m'a beaucoup aidé, puisque je me suis dit, qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie? Donc j'aime faire du sport. Je vais me faire un programme pour revenir de plus en plus fort à la salle, pour prendre du poids, pour prendre du muscle. Je vais également me faire un programme de natation puisque j'aime ça. J'ai envie de reprendre le vélo parce que c'est dans mes passions. Et je pense que c'est lors de cette introspection un peu que j'ai eue dans cette clinique que je me suis dit, à la sortie de la clinique, je vais vraiment me reprendre en main et puis je vais faire ce que je veux, mais à ma manière. Et je savais que le passage dans cette clinique, c'était juste un passage. Ça n'était pas être une fin en soi comme la première fois. Je me suis dit, je vais pas rester ici un an, ça va me servir à rien de toute façon.
Mais j'ai fait quand même pas mal de belles rencontres. J'ai notamment fait une rencontre avec un individu qui souffrait d'un grave trouble, je ne sais plus lequel, si c'était de la schizophrénie ou quoi que ce soit. Mais un individu grave, très très sympathique, que je n'oublierai jamais toute ma vie, qui s'est un peu lié d'amitié avec moi. Enfin, on a commencé à avoir des discussions ensemble. C'était vraiment très intéressant. Et de partager aussi mon expérience de vie avec son expérience de vie, qui était beaucoup plus difficile que la mienne, je trouve. Mais voilà, ça m'a permis de tisser des liens. Également avec certaines filles de cette clinique, je n'ai pas trop gardé de liens par la suite, mais bon, j'ai commencé un peu plus à m'intégrer à leur groupe, à parler avec elles, et puis voilà, j'ai essayé vraiment de m'adapter au rythme, mais je continuais cet objectif. Donc on avait de temps en temps, je crois une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, des pesées. Et en fait, à chaque pesée, je voyais que je perdais du poids. Mais voilà, personne ne réagissait vraiment. Et je me souviens que j'avais eu un rendez-vous avec le psychiatre principal de cette clinique qui, son approche, j'ai vraiment pas du tout aimé. En fait, il m'a reçu dans son bureau et il m'a dit voilà, ça va pas, il faut que tu sois à tel poids, donc on va te nourrir de telle manière et tu vas suivre tel protocole et tel machin. Et moi, je lui ai dit non, du coup, j'ai pas envie de faire votre truc, j'ai envie de le faire à ma manière. Donc ça a été un peu un conflit à ce niveau-là, et c'est ça qui m'a un peu dégoûté de cette clinique, bien que j'ai rien vraiment à redire. Hein. Cette clinique, c'est un fonctionnement différent de l'autre, mais c'est un fonctionnement qui peut fonctionner pour certains types d'individus, qui ont besoin peut-être de plus de cadres, de plus de règles, etc. Moi, c'était pas forcément mon cas. Je sais que j'avais des permanences, enfin des après-midi où je pouvais sortir, donc moi j'allais comme tous les autres un peu au centre commercial de cette ville, où voilà, il y avait un espèce de grand centre commercial, et puis voilà, je faisais des tours, mais j'avais vraiment rien à faire, et je commençais à être de plus en plus faible puisque je perdais du poids. Et je commençais à perdre du poids et à redescendre à des poids pas très intéressants, on va dire. Mais j'avais cet objectif de tenir et de me dire ils vont pas me faire plier. Donc je sais pas si c'était la maladie ou moi, mais la maladie avait envie de gagner en fait par rapport à ces individus qui me voulaient du bien. Mais moi, j'étais pas prêt en fait à accueillir ce bien à ce moment-là. Et je me souviens un jour, sur un coup de tête, je vais au centre commercial chez le coiffeur et je me dis bon, je veux me raser complètement la tête. Donc je me demandais pas pourquoi j'ai demandé de faire ça, mais pour moi c'était vraiment un départ à zéro. Donc c'est-à-dire je me coupe tous les cheveux et comme ça je repars, et c'est vraiment un nouveau départ pour moi, une nouvelle vie. Donc je retourne à la clinique, tous les gens me voient, ils sont choqués, ils me disent mais pourquoi tu t'es coupé les cheveux comme ça? Enfin, c'est des réactions bienveillantes bien sûr, mais moi j'étais dans mon... Et une fois en fait que j'ai fait cette chose-là, ça a commencé à aller mieux. Donc j'étais de meilleure humeur, même si je mangeais moins, etc. J'étais toujours quand même de bonne humeur. J'ai apprécié, on va dire, le temps dans cette clinique, mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, là, ça refait 1 mois et quelques, 2 mois que j'y suis. Maintenant, voilà, ça commençait à être l'été, donc j'ai décidé à sortir complètement. Et cette fois, je m'étais promis vraiment d'arrêter la boulimie, les vomissements. Donc j'avais arrêté pendant 2 mois à cette clinique, j'avais pas du tout rechuté ou quoi que ce soit. Donc en sortant de la clinique, j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube pour voir l'état de mon corps à ce moment-là. Donc c'était pas très beau à voir. Mais voilà, j'ai décidé de prendre une photo et de me dire, voilà, là c'est le début de ma nouvelle transformation. Donc bien sûr que ça a été difficile, ça n'a pas été simple de se soumettre à un plan et de se dire que voilà, il faut que je reparte vraiment dans l'action, il faut que je me remette sur les rails, que je reprenne mes études. Ça a été difficile, mais c'est ce que j'ai fait.
j'ai décidé du coup de reprendre le vélo sérieusement, de revenir à un niveau sérieux en cyclisme. Et donc pour cela, donc déjà l'été où je suis sorti de la clinique, j'ai directement commencé à travailler. Donc j'ai travaillé pendant 2 mois. Et puis ensuite, je me suis inscrit à l'université. Je suis réinscrit en sciences biologie. Cependant, au bout de quelques mois d'université en biologie, je me suis dit, en fait, la première fois que j'ai arrêté, c'était parce que j'étais malade, mais c'est aussi parce que c'est pas ma voie, c'est pas ce que je souhaite faire. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un rendez-vous pour une réorientation pour aller en STAPS. Donc STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et du coup, l'année d'après, j'ai repris mes études en STAPS. Mais du coup, de cette année, donc fin 2017 à septembre 2018, ça a été vraiment une métamorphose physique. Donc j'ai réussi à prendre 15 kilos, 12-15 kilos à peu près. Donc je suis arrivé à un poids de 68 kilos à ma rentrée en STAPS en 2018. Donc durant cette année, je me suis vraiment consacré au cyclisme. Donc pour vraiment reprendre à mon niveau, pour reprendre STAPS, puisque en STAPS, en fait, il faut avoir une licence dans un club, il faut faire des compétitions sportives. Et c'était un peu voilà, le point où je souhaitais pas reprendre directement STAPS parce que j'avais pas le niveau, je pense, en cyclisme. Mais je me suis remis à niveau en cyclisme petit à petit. J'ai repris mon niveau d'antan. Et je suis ensuite... et j'ai continué la salle de sport. Donc j'ai un peu fait un entraînement hybride à ce moment-là. Je faisais un entraînement 3-4 fois par semaine à la salle de sport. Et puis 3-4 entraînements de vélo par semaine, voire plus. Et durant cette année, j'ai vraiment repris goût à la vie. J'ai repris goût à l'alimentation aussi. Même si c'était pas 100% rose, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai eu à quelques moments des rechutes, etc. Mais ça n'a pas été aussi pire que ça avait pu l'être. Et c'était généralement une trend qui allait vers le positif et qui n'était pas et qui ne redescendait pas. Il y avait des petites baisses de temps en temps, mais voilà, mon poids augmentait petit à petit, mes performances augmentaient, ma qualité de vie, mon humeur augmentait. Et du coup, on arrive septembre 2018, donc je reprends les études en STAPS. Donc je reprends les études en STAPS, donc licence première année, et avec la spécialité cyclisme. Donc je me réinscris en fait au club auquel j'étais inscrit plusieurs années auparavant. Et pour eux, ça a été un peu un choc de me revoir parce qu'ils avaient appris un peu où est-ce que j'étais passé, etc., mes problèmes. Donc ils étaient contents de me revoir, les dirigeants, etc. Et là en STAPS, ce qui était bien, c'est que première année, vous accompagnez, du coup, vous faites un stage en fait toute l'année avec votre club et vous devez accompagner des jeunes à l'entraînement, etc., les superviser et tout ça. Et pour moi, c'était vraiment un renouveau, une nouvelle vie. J'ai fait des amis à la fac, la première année directement, donc des potes de cyclisme qui faisaient de la spécialité cyclisme aussi. Bien sûr, j'étais un peu, le syndrome de l'imposteur à ce moment-là, puisque mon niveau en cyclisme n'était pas du tout au niveau de certains qui avaient des niveaux nationaux, des niveaux internationaux, etc. Mais j'étais là et j'étais content d'avoir repris une formation et de me trouver dans une formation où, à ce moment-là, je me trouvais bien. Et puis, pour moi, ça m'a permis de retrouver un nouvel équilibre. Donc, l'université, la salle de sport, le cyclisme, c'était pour moi l'équilibre qui m'a permis de sortir à cette époque-là de la maladie. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ou qui m'ont demandé comment tu as fait vraiment pour t'en sortir de la boulimie, de l'anorexie, etc. Et pour moi, je leur dirais que oui, les professionnels de santé m'ont aidé dans un premier temps, mais après, il faut savoir que pour sortir de ces maladies, pour sortir de ces troubles, ça va vraiment être un choix personnel. Je sais que cette réponse peut choquer peut-être les individus qui souffrent de ces maladies ou qui en ont souffert par le passé ou qui en souffrent encore aujourd'hui, mais c'est la réalité. C'est que c'est vraiment vous, c'est seulement vous et vos choix personnels, votre détermination qui va faire que vous allez sortir de cette maladie. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas votre thérapeute, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas votre famille. C'est vraiment vous qui devez combattre
combattre au quotidien cette maladie. Vous devez au quotidien faire les efforts pour contrer toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées obsessionnelles. Bien sûr que ça n'est pas 100% rose, vous n'allez pas progresser comme ça, voilà, en ligne droite. Bien sûr qu'il va y avoir des redescentes, des remontées, des redescentes, mais c'est le parcours qu'il faut suivre. Moi, je dis à toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, qui souffrent de n'importe quel trouble, il faut vous raccrocher à quelque chose. Et moi, à cette époque-là, les études, la pratique du sport, ça m'a permis de vraiment sortir la tête de l'eau, avoir une socialisation aussi avec les autres, vraiment en club, être avec d'autres, avec des jeunes, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de m'ouvrir socialement, être à la fac avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous ou qui ont des passions en commun avec vous, ça m'a vraiment aidé à sortir de ce trouble-là. Donc voilà, si vous avez une passion, si vous avez des intérêts pour quelque chose, si vous souhaitez accomplir quelque chose dans votre vie, accrochez-vous à ça. Je sais que ça peut être difficile parce que c'est peut-être pas forcément le moment de commencer quelque chose ou quoi, mais prenez un cahier et notez vraiment, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans la vie, quels sont vos intérêts, et faites-vous un plan, faites-vous vraiment un plan qui vous mène vers l'objectif désiré. Donc moi, à cette époque-là, mon objectif c'était de vivre. Je souhaitais vivre, je souhaitais pas mourir en fait. Je savais que si je continuais avec cette maladie-là, j'allais pas faire long feu. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose en fait qui me maintienne en vie. Et ce qui m'a maintenu en vie à ce moment-là, bien sûr, il y a ma famille, bien sûr, il y a eu les études, la pratique du sport, du cyclisme, de la salle de sport, les amis. Donc ça, c'est un ensemble qu'il faut avoir. Il faut avoir du soutien un peu de partout, même si les personnes ne peuvent pas comprendre ce que vous avez vécu, par où vous êtes passé ou quoi. Juste le fait d'en parler à un ami ou juste d'en parler à sa famille, ou alors de libérer ça dans une pratique sportive ou dans un objectif, peu importe quel objectif, un objectif de travail, un objectif de performance, un objectif, je ne sais pas, un objectif de socialisation, voilà. Il faut vous trouver un objectif, il faut vous trouver quelque chose qui vous sorte vraiment l'esprit de ce trouble. Bien sûr que le trouble du comportement alimentaire, c'est un trouble qui va rester à vie avec vous. C'est vraiment quelque chose qui reste dormant en vous et qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Bien sûr que là, moi, au jour d'aujourd'hui, je sais que jamais je ne retomberai malade puisque j'ai les outils pour contrer en fait ces pulsions et ces pensées négatives, etc. J'ai acquis les outils par la thérapie que j'ai eue par le passé, mais également par mon expérience de vie et par ce que j'ai vécu. Et je sais que voilà, je ne souhaite pas retourner en arrière. Donc si je ne souhaite pas retourner en arrière, il ne faut pas que je continue les comportements que j'ai faits. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, ça prend des années. Parce que moi, voilà, je suis tombé malade en 2014 et je suis vraiment sorti la tête de l'eau en 2017-2018. Donc ça a pris quand même 4 ans. Et en 2018, j'étais pas totalement guéri à 100%. Aujourd'hui, je me considère guéri à 100%. Je pense qu'à partir de l'année 2018 ou 2019, c'est là où j'ai vraiment été guéri à 100%, voire même 2020, ou même, enfin voilà. Pour moi, on n'est jamais vraiment guéri à 100% de cette maladie. C'est quelque chose qui reste avec vous. Voilà, aujourd'hui, je me considérais peut-être à 95% du chemin que j'ai à faire là-dessus. Bien sûr, j'ai toujours ces problèmes d'image corporelle. Des fois, je culpabilise sur l'alimentation, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus réduit par rapport au passé. Et je suis quasiment devenu normal à ce niveau-là. Voilà, je réfléchis plus vraiment à quand je mange, etc. Parce qu'avant, pour vous expliquer, en fait, c'est qu'avant, si je mangeais, direct, fallait que je bouge derrière, direct, fallait que je fasse de l'exercice physique, je comptais tous mes pas, je comptais toutes mes calories au gramme près. Donc, pour moi, voilà, ça, c'est des comportements aujourd'hui que je ne peux plus appliquer dans ma vie, puisque ça m'a vraiment dégoûté, en fait. C'est que, bien sûr, je sais que ces comportements, s'ils sont utilisés avec modération et avec parcimonie, et que vous les utilisez pour atteindre un but précis, mais qu'ensuite, ils ne prennent pas toute votre vie, ça peut être des outils qui sont utiles, mais pour moi,
moi, aujourd'hui, je ne peux plus me remettre à compter toutes mes calories au gramme près. Je ne peux plus me remettre à compter exactement combien de calories je brûle au quotidien. En fait, c'est quelque chose dont je me suis éloigné, puisque selon moi, ça m'apportait plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, voilà, je mange de manière intuitive, je fais du cardio parce que j'aime en faire. Si j'ai envie de faire si j'ai envie de faire du vélo, je vais faire du vélo. Mais si j'ai pas envie d'en faire et que je dois me forcer et que ma seule raison pour en faire c'est de brûler des calories, eh ben je vais pas aller en faire parce que je sais que ce n'est pas une bonne approche à prendre. Bien sûr que le cardio c'est important, etc. pour la santé, mais voilà. Je vous parle ici d'un point de vue d'un individu qui a été malade par le passé, qui a vraiment souffert. Et donc pour moi, je ne peux plus accepter les comportements en fait, qui sont dictés par cet objectif de brûler des calories ou alors de contrôler exactement ce que je mange au gramme près. Ça, c'est quelque chose que je ne peux plus faire au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, l'année STAPS se passe plutôt bien la première année. Hein, comme je vous ai dit, je me fais des amis, je reprends le club de cyclisme, je suis avec des jeunes. Donc voilà, c'est quelque chose qui me motive au quotidien. Et puis voilà, ça a été une année reconstructive pour moi. Sur le plan social, sur le plan physique aussi, sur le plan émotionnel, bien sûr il y a eu des hauts et des bas, mais voilà, pour moi j'ai réussi, j'ai passé mon année et puis ensuite voilà, je me suis dit là au moins je suis engagé dans quelque chose qui va durer 3 ans, peut-être 5 ans avec le master, mais au moins je suis engagé dans quelque chose qui va me maintenir, qui va me donner une raison de me lever le matin, qui va me donner une raison d'étudier, qui va me donner une raison de faire du sport, de faire du vélo, etc. Et j'ai retrouvé la passion pour la salle de sport, j'ai retrouvé la passion pour le cyclisme, et voilà. Donc, voilà, première année de STAPS qui se déroule, donc 2018-2019. Et donc là, on va arriver à un moment crucial. Donc un moment où tout allait bien en fait dans ma vie, je progressais à la salle de sport, en vélo, etc. Mais je me suis dit quand même, en fait non, je vais enlever ce que j'ai dit ici. Je suis tombé par hasard sur des vidéos, donc comme vous savez, je suivais beaucoup le fitness américain, le YouTube fitness américain. Du coup, je suis tombé sur des vidéos par rapport aux SARMs. Et oui, donc les SARMs, je suis tombé sur tout d'abord la vidéo de Ryan Casey. Donc j'avais fait une réaction récemment sur ma chaîne. Je la mettrai en lien de ce podcast. Donc où Ryan Casey qui était un influenceur vraiment connu à cette époque-là, un influenceur fitness américain, qui traînait beaucoup avec David Laid, avec tous les influenceurs de l'époque. Et il a dit, il a répondu à une vidéo critique d'un individu qui s'appelait Filion, qui disait, voilà, Ryan Casey, il n'est pas naturel, il a pris des stéroïdes ou il a pris des produits dopants, parce qu'en gros, il a eu une progression fulgurante sur son développé couché. Il était passé de 120 kg en max à presque 180 kg en quelques mois, ce qui est quasiment impossible naturellement, voire ce qui est impossible. Donc Ryan Casey a répondu à sa vidéo en disant, oui, j'ai pris des produits, j'ai pas pris des stéroïdes, mais j'ai pris des SARMs. Et moi j'ai fait, oh là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est les SARMs? Parce que moi, j'avais aucune notion en fait. J'ai peut-être une notion des stéroïdes, mais vite fait, voilà, par-ci par-là, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait à cette époque-là. J'étais vraiment dans le naturel, vraiment 100% naturel, je buvais quasiment jamais de café, voilà, aucun pré-workout, pas de créatine, etc. Et donc, bien, la créatine c'est pas du dopage et tout, enfin voilà, bien sûr, mais voilà, pour vous dire à quel point j'étais nutrition propre, etc. Mais j'ai découvert du coup cet univers du dopage, puisque moi je pensais que David Laid et toute la clique, en fait c'est des individus qui étaient naturels, mais qui avaient une génétique hors norme, ou alors qui avaient travaillé dur pendant des années, qui avaient obtenu leurs résultats tels quels. Et je me suis dit, moi je vais atteindre ces résultats, ça va être top. En quelques années de muscu, je vais suivre le même programme et puis je vais m'appliquer 100% à la salle. En même temps, je fais du cardio à côté, du vélo, donc ça peut m'aider pour rester sec, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, au bout de quelques années de pratique, j'étais très loin des résultats de ce que eux ils avaient atteint en 1 an, 2 ans, 3 ans de pratique.
hein, c'était à des années-lumière. Et du coup, je vois cette vidéo, je me dis, c'est intéressant, les SARMs. Donc voilà, je commence à m'intéresser sur les SARMs. Donc dans mon feed d'actualité YouTube, donc je pense que c'est un peu comme vous quand vous avez découvert ma chaîne YouTube sur les SARMs, si vous m'écoutez par rapport à ça, que vous êtes tombé sur mes vidéos. Donc moi je suis tombé sur les vidéos d'un influenceur nommé Ryan Rousseau. Donc Ryan Rousseau, lui, qui parlait ouvertement de sa consommation de produits. Et donc il avait fait énormément de vidéos sur les SARMs, donc présentation de chaque SARM, donc un peu comme j'ai fait sur ma chaîne, bien que moi j'ai fait des vidéos un peu plus détaillées. Lui c'était un peu plus retour d'expérience, mais c'était de très bonnes vidéos et du coup il expliquait l'Ostarine, le LGD, le Rad 140, le MK677. Il avait même documenté sa transformation physique durant son premier cycle de SARMs, durant son deuxième cycle de SARMs, donc il avait tout documenté sur sa chaîne YouTube et c'était vraiment très intéressant à suivre. Et du coup, pendant plusieurs mois, je me suis vraiment intéressé à ce sujet et j'hésitais vraiment à passer le cap, comme on puisse dire. Et puis après, je voyais de plus en plus de vidéos d'influenceurs qui commençaient à exploser physiquement, sur les performances, etc. Et j'avais envie d'atteindre ces niveaux-là. Et donc je me suis dit, les SARMs ça peut être intéressant, donc pourquoi pas tester. Donc j'ai commencé vraiment à me documenter sur le sujet pendant quand même plusieurs mois avant de vouloir passer le cap pour en acheter. Et donc là c'était l'année 2019, donc la fin 2019. Et je me souviens avoir passé le cap pour en acheter au mois de décembre, donc je crois juste après Noël ou vers le jour de l'an, j'ai acheté mon premier cycle de SARMs. Et du coup, on parlera de mon premier cycle de SARMs dans le prochain épisode du PG Podcast, donc ça sera le 6e épisode. Donc voilà, merci à vous pour avoir suivi ce 5e épisode du PG Podcast. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, n'hésitez pas à me laisser un avis positif, ça m'aiderait énormément. Sinon sur YouTube, laissez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour manquer aucun des prochains épisodes du podcast ou alors pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos YouTube. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ce podcast et on se retrouve à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, bye bye.